sur Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. On vous l'a dit, on vous le redira à chaque émission. Congo d'Excellence vous armez des valeurs, des bonnes valeurs qui feront de vous demain des artisans de nouvelles performances nationales et de l'émergence de la République démocratique du Congo aux horizons de 2030. Et sachez que ces valeurs sont au centre des clés et de secrets de la réussite et du succès. Et comme à chaque émission, nous allons donc les décortiquer ensemble. Nous sommes donc là avec vous pour un nouveau partage d'expérience qui pourra encore plus vous enrichir et encore mieux vous éclairer sur la manière dont vous pourrez émerger et avec vous, toute la nation. Et sachez que vous êtes et resterez les principaux acteurs de cette émergence. Merci donc à vous tous d'être toujours aussi nombreux à vous joindre à nous au cours de nos échanges. C'est donc Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. Bienvenue à tous. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Congo d'Excellence. Comme vous le constatez, nous sommes sur notre lieu devenu habituel de tournage, la place des évolués. Et pour cette émission, mes chers téléspectateurs, nous allons particulièrement vous faire plaisir puisque notre invité est un homme qui est aujourd'hui chéri par tous les Congolais pour le plaisir, le bonheur qu'il nous a apporté. Effectivement, Nathalie, notre invité est actuellement ce qu'on peut qualifier de véritable chouchou national et cela est particulièrement mérité car non seulement lui et ses hommes nous ont fait vibrer au rythme de leur prouesse, mais surtout ils nous ont tous unis. Effectivement, le peuple congolais s'est tenu comme un seul homme derrière eux et pour une fois, nous étions fiers d'être Congolais. Eh bien, il nous a donc évidemment semblé impératif de l'amener ici sur notre plateau afin que vous puissiez découvrir l'homme qu'il y a derrière ses accomplissements, mais surtout les valeurs et les qualités qui en sont le fondement. Alors, pour cette investigation, vous vous en doutez, nous n'avons pas pu nous passer justement des jeunes qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Nous avons donc des nouveaux visages avec lesquels nous allons évoluer au cours de cette émission, des visages auxquels je souhaite déjà la bienvenue sur ce plateau. Évidemment, Christelle, je tiens à le préciser, ces intervenants, n'est-ce pas, ces intervenants, eh bien, sont les représentants de notre jeunesse, jeunesse à qui cette émission est entièrement dédiée et qui compose d'ailleurs la majorité, sinon l'ensemble du public qui est ici présent et de notre cher et fidèle public qui est ici présent, que je salue et que j'applaudis. Merci à vous d'être là. Bien sûr, c'est dans cette ambiance que je vous propose tout de suite de découvrir le portrait qui va nous en dire un peu mieux sur le nouvel invité de Congo d'Excellence. Né le 4 décembre 1961, Jean-Florent Ikwange Ibenge est venu au monde à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Son père, Jean-Robert Ibenge, était assistant médical avant de devenir médecin, tandis que Joséphine Angèle Bunjenga, sa mère, était femme au foyer. Il est né au sein d'une fratrie de 7 enfants, dont il est le 3e. Il démarre sa scolarité à l'école d'application de Bolengue, située à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la province de l'Équateur. Il y évolue jusqu'à ses 9 ans avant de venir à Kinshasa. De son enfance, il garde d'inoubliables souvenirs de ses 4 amis dont il était inséparable, mais surtout des premiers matchs de football. À son arrivée dans la capitale, la famille Ibenge s'installe à Motel Fikine, un quartier dans la commune de Limete, déjà connu pour les activités sportives qui s'y déroulent. En effet, c'est l'endroit par excellence où se tiennent les entraînements ainsi que les réveillons des clubs sportifs populaires comme l'AS Vita Club, Vijana ou encore l'équipe nationale de football ainsi que de boxe. Si le foot reste son sport favori, la boxe n'est pas moins appréciée par le coach Ibenge. La veille du match contre le Congo-Brazzaville lors de la dernière CAN, il avoue avoir regardé le combat qui a opposé Ali contre Foreman et qui a eu lieu en 1974 à Kinshasa. Le jeune Florent n'est pas du tout dépaysé par son nouvel environnement où il connaît le transfert du système belge au système français. À la passion du foot qu'il a développée au Congo va s'ajouter la technique et l'organisation qu'il approfondit en France. En partant en Europe, il portait déjà le surnom de Modogo, en référence au joueur Mayanga des Léopards, sacré champion d'Afrique en 1974. Très vite, il est remarqué par 5 clubs évoluant en première ou deuxième division, mais se heurte au refus parental pour des raisons d'études. Il n'évoluera que dans le circuit amateur et semi-professionnel, en parallèle avec son cursus scolaire. Plus tard, il rêve de devenir journaliste,
mais voit son ambition arrêtée suite aux contraintes budgétaires liées au paiement des frais académiques dans la meilleure école de journalisme de Lille. C'est un coup dur qui va le résigner à poursuivre avec l'économie, dont il obtient une maîtrise à l'université de Lille 1 en 1989. Joueur semi-professionnel, Jean-Florent se lance également dans le coaching pour lequel il passe différents stages. Dès 1986, il décroche un brevet d'état d'éducateur sportif. Il va ainsi cheminer dans différents clubs de football avant de devenir fonctionnaire d'abord à la mairie des Vascales, puis à la mairie de Lille où il preste encore, bien qu'il ait sollicité une mise en disponibilité pour s'occuper de Vita Club ainsi que des Léopards. Vers les années 2000, il caresse de plus en plus le projet de revenir au Congo. C'est alors qu'il contacte les différents clubs locaux, mais sans grand succès. Dans l'entretemps, il reçoit une opportunité de travailler en Chine par l'entremise de Nicolas Anelka, l'international français qu'il connaît depuis l'âge de 9 ans. C'est lors d'un retour au pays pour les vacances qu'il sera enfin contacté par les structures locales, notamment les dirigeants de la FECOFA. Il est finalement recruté en 2013 pour assurer l'entraînement de son club d'enfance, l'AS Vita Club. C'est le point de départ d'une aventure qui le conduira à la finale de la Ligue des champions de la CAF, où l'AS Vita Club est sacré vice-champion d'Afrique. En 2014, il se voit confier l'entraînement de l'équipe nationale qui, sous son leadership, va finir 3e à la 30e édition de la Coupe africaine des Nations organisée par la Guinée équatoriale. Son ambition aujourd'hui, c'est de pérenniser le niveau qu'a atteint le football congolais. C'est une vision qui doit être partagée par tous, du jardinier au président. Le coach reste convaincu que la RDC regorge de talents, mais qu'il va falloir mettre les moyens afin de les transformer en véritable richesse. Marié depuis 2000, Florent Ibenge est père de 2 filles. Il est ce soir l'invité de Congo d'Excellence. Bienvenue sur le plateau de Congo d'Excellence. Bonsoir. Alors, coach, vous avez certainement remarqué l'ambiance avec laquelle nous vous avons accueilli sur ce plateau. Cela traduit à peu près la salve d'honneur qui vous a été réservée par tous nos téléspectateurs, mais surtout par le public qui prend part à cette émission. Et alors, merci encore à vous pour ce bonheur que vous nous avez amené avec la CAN, où nous avons terminé 3e au classement. Et vous nous avez également fourni cette médaille. Mais est-ce que vous me permettez aujourd'hui de dire notre médaille? Je le pense, puisqu'on a, depuis notre retour, en fait, j'ai senti qu'on avait une symbiose avec le public. Et je crois qu'on peut le dire, puisqu'on ne peut pas gagner tout seul. Je crois qu'en étant loin, on était quand même proches les uns des autres. Et il y a eu cette unité. Je crois qu'on peut partager cette médaille ensemble. Alors, coach, si vous permettez, comment vont les joueurs? Comment vont nos joueurs? Ils vont bien. Ils vont bien? Ils vont bien. Je crois que, en général, le dernier match, la petite finale, on la galvaude un petit peu, mais je crois qu'on l'a joué avec sérieux. Et le fait d'obtenir cette médaille restera un beau souvenir, mais que ça ne soit pas qu'un beau souvenir, ça soit plutôt le début de quelque chose de plus grand. En tout cas, coach, nous avons beaucoup de chance d'avoir pu vous rencontrer grâce à Congo d'Excellence. Et j'aimerais dire au public d'ailleurs que nous avons été encore plus impressionnés au travers du contact qu'on a avec le coach par ses principes, par son intelligence, par ses valeurs. On est très heureux de pouvoir les partager avec vous. Et on va commencer donc par le premier thème que vous nous avez inspiré, c'est votre conception du travail. N'est-ce pas, Christelle? Tout à fait. Alors, lors de notre petit entretien, coach, vous nous avez dit que vous avez beaucoup de respect pour le travail et que vous considérez qu'il n'y a justement pas de sommetif. Vous considérez en plus donc que ce qui est très important justement dans le travail, c'est d'aimer son travail. Il ne faut pas d'abord penser à ce qu'on peut gagner financièrement, mais d'abord être sûr qu'on aime ce travail. Donc pour vous, un travail
exclusivement rémunérateur ne serait pas un bon choix. Mais vous précisez tout de même que si on a la chance de gagner sa vie en faisant le métier qu'on aime, il faut pouvoir être reconnaissant envers cette chance et éviter notamment de se plaindre. On n'a plus le droit de se plaindre. Et nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Nous allons donner la parole à nos jeunes intervenants et entendre leurs questions. Et nous commençons avec Laurie André Chikunga. Ma question est de savoir, à vous entendre parler, vous accordez une importance à aimer ce qu'on fait, pratiquement à être passionné par ce qu'on fait. Pensez-vous qu'exercer un travail avec but exclusivement lucratif est une bonne ou une mauvaise chose? En premier lieu et en second lieu, quelles sont les conséquences d'un mauvais choix? Un travail à but purement lucratif, c'est pas une mauvaise chose, puisqu'on ne peut pas vivre sans argent. Il vous permettra de réaliser beaucoup de choses. Mais quand vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas être très heureux, puisque vous ne pouvez pas vous réveiller le matin en étant heureux d'aller dans votre travail. Vous irez toujours avec les pieds de plomb. Et quand on va avec les pieds de plomb, on ne peut pas être totalement heureux. Donc l'argent ne fait pas tout. Je pense que c'est comme on introduit Nathalie et Christelle. Aimer ce qu'on fait vous permet justement d'avoir ces petits moments de joie. Et des petits moments de joie comme ça s'appelle un petit peu le bonheur. Les conséquences d'un mauvais choix, justement, je vais donner mon exemple. Je crois que j'ai été adjoint à un moment donné dans ce métier. Et je ne faisais pas vraiment ce que je désirais. Je m'adaptais à ce qu'on me demandait de faire. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais malheureux. J'étais malheureux. Donc, c'était pas... le fait d'être malheureux, évidemment, ne vous permet pas de vous épanouir. Donc j'ai arrêté et je me suis orienté. Donc c'est essentiellement le mauvais choix ne vous conduit pas à vous épanouir. Et on fait, à cause de ça, on risque de faire beaucoup de bêtises. Alors la deuxième question est celle de Cynthia de Souza. C'est bien beau de dire qu'il faut faire ce que l'on aime. On n'a pas toujours le choix. Et dans la vie actuelle, il est de plus en plus difficile de gagner sa vie. Dans ces cas, comment faire pour trouver un équilibre entre la passion et l'argent? Non, je dis, je sais, je suis vraiment conscient que la vie est difficile et qu'on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Mais ce que je dis, ce qui a introduit ce sujet, c'est qu'il faut essayer de faire ce que l'on aime. C'est ça la plus grande chose. Maintenant, si on est obligé, et je le dis bien, il n'y a pas de saut métier. J'ai énormément de respect pour le travail. Le travail vous permet de vous réaliser. Et l'aspect lucratif n'est pas à négliger. Mais quand on a la possibilité de pouvoir faire ce que l'on aime, et c'est ça le plus important, c'est qu'on ne peut pas se plaindre. Parce qu'on est... on peut mieux faire, enfin... on peut amener beaucoup plus de savoir, on peut aller beaucoup plus loin dans ce que l'on fait plutôt que d'être réticent quand on sort le matin pour aller gagner sa vie. C'est important de gagner sa vie et le fait de travailler déjà est quelque chose que l'on doit, entre guillemets, vénérer quelque part, parce que si on ne travaille pas, on est à la merci de tout. C'est pour ça que je dis, le travail c'est important et il n'y a pas de saut métier. Et là, c'est la différence. Il faut pouvoir travailler. Il faut pouvoir travailler. Travailler, c'est important et c'est très respectable. Moi, quand je vois des pousse-pousseurs, je vous assure que je respecte énormément ces gens. Faire ce qu'ils arrivent à faire, tracter tout ce qu'ils arrivent à tracter dans une journée pour gagner ce qu'ils gagnent, c'est exceptionnel. J'ai énormément de respect. C'est là où
la notion de travail dépasse tout. Parce qu'ils font ça, s'ils ne faisaient pas ça, ils seraient en train de voler ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est méprisable. Ce sont des gens qui donnent de leur corps et ils prennent des choses inimaginables sur des kilomètres et des kilomètres. Et en général, il ne manque rien. Il ne manque rien à l'arrivée. Et tout ça, avec la maigre pitance qu'ils reçoivent, ils arrivent à faire vivre leur famille. Et là, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Par contre, quand on a le choix, au niveau des études, quand je disais de faire de ce qu'on aime, c'est par rapport à l'orientation que l'on va prendre. On a été orienté, on connaît beaucoup de gens qui sont orientés. Vous voulez faire un travail manuel et puis on vous oriente vers un travail intellectuel, enfin entre guillemets. Vas-y, parce qu'on a envie que vous soyez avocat, on a envie que vous soyez médecin, alors que vous voulez être menuisier. C'est ça, quand je dis il faut faire ce qu'on aime. Donc il faut peut-être, au niveau des parents, orienter les enfants vers ce qu'ils aiment vraiment. Dans mon cas, je disais, donc, je n'ai pas pu faire du football. Je n'en veux pas à mes parents, mais j'ai fait de l'économie. Et puis après, voilà, conséquence d'une orientation un petit peu biaisée, je me suis quand même retrouvé dans le football. Voilà. Merci, merci coach. Nous allons donc passer la parole à Linda. Ma question est la suivante. Vous nous avez parlé de la manière dont on doit choisir son activité professionnelle. Mais pour ce qui est de sa mise en œuvre, vous restez muet. Et sur ce, j'aimerais savoir quelle est votre éthique de travail, les qualités, les valeurs morales, les attitudes que l'on doit incarner pour réussir dans ce que l'on fait. Ok, très bonne question, Linda. Une très bonne question. Déjà, par rapport au choix, comment choisir son activité professionnelle, je pense que c'est un problème d'orientation. Il y a un problème d'orientation à avoir dès le départ. Je crois qu'au niveau de l'école, je ne sais pas trop bien comment ça fonctionne ici, mais vous avez vu dans le reportage que je suis parti en France très tôt. Et déjà à partir de la 3e, on rencontre des conseillers d'orientation qui essaient de voir un petit peu les différentes aptitudes que vous pouvez avoir, et ils vous orientent. Donc il y a des professionnels dans ce cas-là qui vous orientent à gauche, à droite. Donc si ce n'est pas le cas ici, je crois qu'il faut aspirer un petit peu à ça, parce que tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas devenir ingénieur ou avocat. Et c'est ça aussi qui fait un petit peu la force. On a quand même formé beaucoup de gens dans un certain domaine qui n'était pas très intéressant. Enfin, et on s'est retrouvé avec énormément de personnes faisant la même chose, et c'est pas très intéressant pour un pays puisque on ouvre la porte au chômage. Donc voilà, il faudrait de ce côté-là avoir des conseillers d'orientation pour pouvoir vous permettre de faire le métier qui vous plaît. Mais maintenant, elle a aussi demandé, le choix, c'est une chose, mais maintenant, la manière, comment on doit travailler. Une fois qu'on fasse ce qu'on aime ou pas, d'ailleurs, il y a quand même les qualités d'un... On n'arrive pas à faire ce que vous avez fait par hasard, c'est pas juste la passion qui fait ce qu'on fait. Justement, il y a une formation. Il y a une formation, c'est pour ça qu'on fait des études. Il y a des étapes qui vous apprennent justement à avoir des savoirs et puis aussi des savoir-faire que vous devez améliorer et continuer à cultiver pour justement être bien plus performant dans votre travail. Mais coach, quelque part aussi, vous avez évolué dans un système qui est, n'ayons pas peur des mots, diamétralement opposé à la réalité que nous rencontrons aujourd'hui. En France, c'est conseiller d'orientation, c'est prise en charge, c'est rencontres avec les parents, discussions, c'est des stages, c'est au fait un monde où vous avez toute une série d'opportunités qui vous permettront à la fois de faire un choix qui vous convienne et même que vous avez le temps de vous rattraper dans vos choix. J'ai lu dans votre biographie que vous avez postulé après avoir terminé vos études universitaires. Vous n'avez reçu qu'une seule acceptation, c'était celle pour un boulot de jardinier. Donc ce n'était pas tout à fait ça, mais la société dans laquelle vous évoluez vous a permis aujourd'hui de vous rattraper. Semi-professionnel, vous passez coach, mais ici, ce n'est pas tout à fait la même chose. Au fait, ici, vous avez des sillons qui sont bien tracés et parfois,
vous avez le choix entre 0 et 1. Donc, c'est assez compliqué. Mais dans un tel environnement, vous pensez qu'il suffit d'avoir un bon mental, puisque vous devez vous passer des formations, ou parfois vous devez être formé sur le tas, vous n'aurez toujours pas la même chance. Vous pensez que dans un environnement comme ça, c'est quelle mentalité qu'il nous faudrait? Je crois qu'il faut pas se décourager déjà. Il faut pas se décourager, il faut toujours continuer à se battre. Et malgré, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de passerelles. Il y a peut-être moins de passerelles, mais continuer toujours à y croire. Et là, je pense qu'il ne faut jamais abandonner. Et sinon, qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs comme attitude, de manière générale, aux entraînements, etc. Parce que le match, c'est un moment, mais derrière, il y a tout ce travail-là qu'on doit faire dans l'ombre. Comment doit se comporter un joueur pour vraiment y arriver, pour mériter sa place le jour du match? Souvent, je leur dis, j'ai une phrase que je leur répète tout le temps. C'est le travail dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est vraiment le leitmotiv que j'ai. Le travail dans la joie et la bonne humeur. Et ça, on doit se donner. On doit se donner parce qu'on est dans un monde de concurrence. J'ai un groupe de 30 joueurs. Je dois, le jour du match, en convoquer que 18. Donc, j'en laisse 12. Et ensuite, le jour de ce match, avant de démarrer le match, il faut que j'en donne 11. Ouais. Donc j'en laisse 7 sur le côté. Et le choix se fait en général suivant la performance des joueurs à l'entraînement. Donc ça, il faut en vouloir, comme je disais tout à l'heure. Il faut travailler, il faut donner son maximum pour ne rien avoir à regretter. C'est-à-dire que quand je vais devoir faire un choix, le joueur doit se dire, voilà, j'ai tout donné, mais le coach a choisi de prendre quelqu'un d'autre et je n'ai pas de regret. C'est l'attitude que je demande à mes joueurs, ne pas avoir de regrets. Donc tout donner effectivement pour se dire, j'ai fait ce que j'ai pu en tout cas. J'ai fait ce que j'ai pu. À partir du moment où on a fait ce qu'on a pu, on n'a pas de regrets, même si vous n'êtes pas choisi. Et le coach va choisir selon certains critères qui ne sont pas forcément le fait que le joueur ait moins bien travaillé ou pas. Alors, lors de nos investigations, justement, coach, il est apparu au travers des témoignages de votre entourage que vous avez une certaine qualité, justement. Une certaine qualité, c'est vrai, mais une qualité qui fait que parfois, vous pourrez apparaître peut-être comme un homme un petit peu compliqué. Pour en savoir plus, suivez cet élément. Ibenge, en résumé, c'est un phénomène. Il connaît comment entretenir des relations et il sait comment gérer les gens. Donc c'est un responsable, il a ce sens-là de responsabilité. La qualité belle, la morale, il a besoin de travail. Si on a travail, il a travail. Comment on a responsable vie à bas maîtrise azanango parce que ce côté ali mutu na kota la kaka mutu okoyeba ke mutu azaboza mais comment on a coach Ibenge na ndenga zotambwisa na ndenga za komitambwisa aza déjà responsable. Et là on a remarqué pas naé donc aza coach Moro donc aza bien azo fait son entraînement bien donc azo fait l'effort pour bisolo zalape ba tout koma pe lokola ba mususu ni ba koma. Responsable technique, responsable comme parent, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui a des conseils, mais il ne peut pas accepter un ordre extérieur. Là, je lui donne raison, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le métier. Voilà, le message, c'est que effectivement, c'est très clair. Vous êtes très clair sur cet aspect. Il faut être juste dans ce qu'on fait. Et surtout dans son travail. Je ne sais pas si Christelle est d'accord avec cette façon de dire. Alors, dans le cadre de vos activités, pour essayer de recadrer cette conception, être juste, c'est d'abord juger les gens sur leur performance et pas sur leurs origines, comme c'est généralement le cas que nous rencontrons ici en RDC, qu'il s'agisse de la tribu, du clan, de la famille ou encore du réseau. À vos yeux, ne compte qu'une seule considération, c'est la performance. Tout à fait, vous considérez qu'il ne faut pas faire de favoritisme, il n'y a pas de raison. Il faut se concentrer beaucoup plus sur les compétences en fait, des gens.
Alors, c'est une excellente façon de voir les choses que beaucoup de nos compatriotes devront apprendre à intégrer, même si ce n'est pas encore tout à fait évident. Alors, nous allons passer tout de suite à la série de questions pour ce nouveau thème. Et nous passons la parole à Laurie André une nouvelle fois. Oui, coach, je reviens encore une fois de plus. J'aimerais vous rappeler quelque chose que vous savez déjà. Dans des pays anglophones, il y a un dicton qui dit « The right man at the right place ». L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Malheureusement, au Congo, cette façon de faire n'a pas beaucoup d'effet à cause de la culture du tribalisme. Comment pouvez-vous expliquer cette différence? Premièrement. Ensuite, existe-t-il cette façon de faire dans le sport en général et dans le football en particulier? Et enfin, comment y remédier? Comment y remédier? Alors, la pratique de... Enfin, l'existence du tribalisme, on est au XXIe siècle. Ça, ce sont des choses qui dépassent mon entendement. On vient de parler de compétences, ça dépasse mon entendement. Mais vraiment, je ne sais même pas comment dire ça. On est au XXIe siècle. Donc, que ce soit le tribalisme, le clanisme, le racisme, le sexisme, la xénophobie en général. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment qualifier ça. Je ne sais pas comment ça peut continuer à exister. Mais bon, vous l'avez dit, ça existe. Mais il faut continuer à lutter contre ça et privilégier justement la compétence de quelqu'un plutôt que sa couleur, qu'il soit jaune, vert, orange, on s'en fiche complètement. La personne est de qualité ou n'est pas de qualité. La personne travaille bien ou ne travaille pas bien. C'est ça les choses les plus importantes à mes yeux. Comment y remédier? Il faut continuer à marteler, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie à partir de la maison, ça fait à l'école, l'instruction civique, toutes ces choses qui font que on finit quand même par évoluer. Est-ce que ça existe dans le football? Le tribalisme en lui-même, peut-être pour certains, mais un peu moins. Peut-être on voit un peu plus au niveau du racisme, ça se voit un petit peu plus. Notamment quelques idiots dans les tribunes qui en Europe, se là, beaucoup en Europe, plus, évidemment. Beaucoup plus. Ici, au niveau du pays, on entend quelques allusions à Yazaboé, enfin quelques allusions sur l'origine ethnique ou géographique de quelqu'un, ou cette équipe, c'est l'équipe des tels ou des tels, mais en général, c'est pas vraiment très prononcé. Il faut juste favoriser l'intégration des gens. Je crois que je rebondis un petit peu sur ce cas. Quand quelqu'un vient d'ailleurs, je crois qu'il faut faire un pas. Il faut faire un pas vers lui, et lui, il doit commencer aussi par faire un pas pour pouvoir se rencontrer. Et c'est beaucoup plus intéressant quand on arrive à se rencontrer que quand on est distant. Et en se rencontrant, justement, on découvre que les gens peuvent avoir énormément de qualités, des choses à partager plutôt que de rester et se regarder en chien de faïence et avoir des idées préconçues parce qu'un tel vient d'une telle région ou d'une telle autre. C'est complètement ridicule. Je crois que maintenant, on va alors passer si vous le permettez, à la question suivante, qui est la question de Guy Boukassa. Alors, je tiens à préciser quand même que Guy est du domaine, puisqu'il est promoteur et coach d'une académie de football qui s'appelle comment? Congo Foot Academy. Et qui se trouve à... Nous travaillons tous les jours au terrain flamboyant ici sur 24 novembre. Ah, voilà. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour saluer Cédric Chikouma, qui est un parrain donc, de cette académie, qui la soutient beaucoup et qui fait beaucoup pour nous. Bonsoir Cédric. Coach, on a été très gentil avec vous, vous le méritez bien, mais ma préoccupation, c'est un tout petit peu une remarque. On a l'impression que le coach Florent est fidèle à ses choix, comme diraient les profanes, un tout petit peu têtu.
quand il a pris une décision, bonne ou mauvaise, il est fidèle à sa décision. Je m'explique. La première sortie, votre première sortie en équipe nationale, c'était contre le Cameroun, à moins que je ne m'abuse, en match officiel, à Lubumbashi. En début de rencontre, voilà, on perd Youssouf sur blessure. Le coach fait un changement, malheureusement qui ne répond pas. En rentrant, si je ne m'abuse, le joueur récupérateur de V-Club, Munganga. Voilà, le coach reste fidèle à ses choix, on va à la CAN. Le même cas se répète, on perd Youssouf sur blessure et le coach remet son Munganga. Et voilà que le public réagit, on l'a vu, le public réagit, mais le coach reste fidèle à ses choix. Et alors on aimerait savoir comment le coach Florent fait pour rester fidèle à ses choix, bon comme mauvais. Il ne se laisse pas rentrer dedans par les avis du public, bien que deux fois ils ne sont pas erronés, vous savez. Deux fois on se laisse emporter par la pression du match, on s'égare un tout petit peu de ce qui pourrait être profitable à notre équipe. Alors ma préoccupation est de savoir comment vous faites pour rester aussi fidèle à vos choix, pour ne pas dire têtu comme les profanes le diraient. Ça c'est ma première préoccupation. La seconde, c'est justement par rapport à certains choix que vous opérez. Durant la CAN, on a eu 6 matchs et on a eu 6 équipes. 6 matchs, 6 équipes. On aimerait comprendre, vous n'étiez pas très sûr du groupe que vous avez emmené en Guinée, ou alors vous vous adaptiez simplement à ce que vous voyez aux entraînements, parce que nous, qui ne voyons que les matchs, nous étions privés des entraînements, on se posait des questions. Tantôt c'est Zakwani Mungongo, tantôt c'est Mungongo Kimwaki, tantôt c'est Munganga, Lema, un milieu à 3 récupérateurs. On s'est posé plusieurs questions. Et c'est l'occasion pour nous d'essayer d'avoir tous ces éclaircissements ce soir, coach. Merci. On sent que c'est une question qui vient d'un passionné du foot et de quelqu'un qui embrasse la même filière, coach. Oui, je pourrais parler même avec lui en aparté, parce que j'ai quand même, je crois, un petit peu plus de bouteilles que lui dans la profession. Et en parlant, je crois que, et puis l'expérience faisant, il verra, il comprendra certains choix et je crois qu'il le fera lui-même. De coach à coach, quoi. Oui, de coach à coach. Il y a tout simplement, il y a un problème aussi par rapport à ça, c'est que il y a une vision de la profession qui est un petit peu, entre guillemets, biaisée ici par rapport à ce qu'elle se fait un petit peu ailleurs. C'est-à-dire qu'on est resté dans une certaine façon de voir le football qui devrait être propre au Congo et pas ailleurs. C'est-à-dire que quand l'équipe nationale d'Allemagne gagne en jouant avec 3 milieux défensifs, ça ne pose des problèmes à personne. Mais au Congo, non. Il faut qu'on garde toujours le même système depuis 1970. Le même système qu'on a joué en 70 doit perdurer jusqu'à maintenant. C'est lequel, hein? Moi je connais pas. On joue en 4-3-3, c'est-à-dire qu'il faut... 4 à l'attaque ou à la défense, pardon. 4 défenseurs, 3 au milieu de terrain, 3 en attaque. C'est-à-dire que il faut toujours des ailiers, il faut un avant-centre, un seul milieu défensif, un milieu un petit peu plus offensif et un milieu qui... Un petit peu moins offensif. Non, qu'on appelle meneur de jeu. Meneur de jeu, j'avais dit le distributeur. Voilà. Donc, mais quand on regarde dans le monde actuellement, il n'y a personne qui joue avec le fameux meneur de jeu. Il n'y a personne qui joue avec. Le numéro 10, c'est ça. Le fameux numéro 10. Il n'y a plus personne qui joue comme ça. Mais ici au Congo, il faut absolument un 10. 10 à Zate. Mais quand on voit l'équipe nationale d'Allemagne, il n'y a pas de 10. Ce sont les équipes qui gagnent. Hein. L'équipe d'Argentine qui arrive en finale n'a pas de numéro 10. L'équipe qui arrive 3e n'a pas de numéro 10. L'équipe qui arrive 4e n'a pas de numéro 10. Au niveau des clubs, la même chose. Barcelone, Real de Madrid, Arsenal, toutes ces équipes-là n'ont pas de numéro 10. Et nous, il nous faut rejouer avec quelqu'un, un numéro 10. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, nous, on veut revenir au football de papa. Donc, là, je ne suis pas là pour revenir à l'ancien football. Je crois que je prône la philosophie d'une équipe qui gagne.
Moi, je suis pour le Congo qui gagne, pour avoir des équipes qui gagnent. Vive Quand on fait une équipe, on dit que je suis têtu. Et c'est pas être têtu, c'est juste avoir étudié l'équipe avant. Et quand on fait son équipe, on étudie son équipe, on se pose des questions. Et c'est pour ça qu'on choisit certains remplaçants. Et coach, dans ces questions qu'on se pose, on tient compte aussi de l'adversaire, je suppose, qui justifie que chaque adversaire étant différent, les configurations. On tient compte de l'adversaire, on tient compte aussi de son équipe, et c'est comme ça qu'on fait un banc de touche. Et on se dit, avant de commencer un match, si jamais j'ai mon gardien qui se blesse, qu'est-ce que je fais? Et on se pose la question justement, à tel moment, si j'ai mon défenseur central qui se blesse, qu'est-ce que je fais? Il faut déjà anticiper toutes ces questions-là, pour ne pas être démuni, parce que ça se passe très vite. Et quand on remplace, quand on a mis Youssouf Mulumbu qui se blesse et qu'on met Munganga, c'est parce qu'on joue contre une équipe, on a décidé d'avoir une récupération assez forte. Donc quand on décide d'avoir une récupération forte, eh bien on met un Munganga plutôt qu'un milieu plus offensif. Et vous, dans votre choix, Munganga, enfin dans votre commentaire, Munganga n'avait pas été bon à Lubumbashi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. La même chose, le dernier match contre le Cap-Vert, il nous fallait avoir un bloc solide défensivement. Il ne fallait pas faire le jeu, c'est juste la lecture du jeu. Il ne fallait pas faire le jeu, c'est pour ça qu'on a mis Mulumbu, Lema. Et comme Mulumbu s'est blessé, on a remis Munganga pour justement empêcher ce milieu de terrain de pouvoir jouer. Donc c'était une option bien réfléchie et ce n'était pas un hasard. La deuxième question, c'est le problème des choix. On a joué 6 matchs avec des équipes différentes. Oui, il ne faut pas oublier qu'on était en reconstruction. Les 6 matchs, ça fait à peu près 12 matchs seulement qu'on est là. 12 matchs, on joue contre des équipes fortes. Il faut penser aux résultats avant tout. Ici, on pense, quand je suis arrivé, on m'a dit, coach, t'as sauté poli, mais sauté bêti bien, c'est pas grave. Moi, c'est pas ça. Moi, je préfère, c'est pas ça. Hein, je préfère bien jouer, évidemment. Mais si on me demande, est-ce que tu préfères gagner en jouant mal ou perdre en jouant bien, je préfère gagner d'abord. Donc, voilà. On jouait contre je vais revenir brièvement, on jouait contre la Zambie. La Zambie, il fallait faire le jeu contre cette équipe. Malheureusement, on a encaissé trop tôt. Donc, on a eu du mal à revenir parce que l'équipe adverse se recroqueville et c'est beaucoup plus difficile. On a fait un bon match, mais on n'a pas gagné. Et j'étais en colère parce qu'on avait toute la possibilité de l'emporter. Le deuxième match, il fallait jouer différemment. Si on jouait contre la Zambie, on perdait. Si vous jouiez comme contre la Zambie. Si on jouait comme contre la Zambie, on perdait parce que l'équipe du Cap-Vert était complètement différente. Une équipe très forte, qui va très vite devant, alors que moi j'ai une défense qui est lourde. Alors si j'ai une défense qui est lourde et si je commence à presser l'équipe adverse comme j'ai pressé la Zambie, ils vont me prendre en contre-attaque et on va perdre. D'ailleurs, les 2 seules fois où on a fait le jeu et on est monté, on a été en difficulté et Kidiaba nous a sorti une belle épine du pied à 2 reprises. Alors, est-ce qu'il faut être idiot et aller dans le piège que l'adversaire vous tend ou jouer autrement? Moi, j'ai choisi de jouer autrement pour prendre les points. On adhère. Je t'en prie. Donc, il s'est passé que l'adversaire suivant, c'était la Tunisie. Et là, il fallait absolument faire un résultat positif et l'emporter. Donc, on ne pouvait pas jouer comme le Cap-Vert. Et à l'entraînement, vous savez, changer de système, ça demande du temps. Avec des joueurs qui sont aguerris, normalement, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais là, il y a quand même du travail avec le groupe que j'ai, parce qu'il était jeune. Un groupe qui n'avait pas l'habitude de jouer de la sorte. Donc on a changé un petit peu de système contre la Tunisie. Et ce sont les faits de jeu aussi qui vous poussent à évoluer. On n'avait pas opté pour encaisser ce but
aussi vite. Donc le fait de l'encaisser, ça demande de changer de stratégie. C'est ce qu'on a fait. On est revenu contre la Tunisie. Et avant la fin du match, je crois que ce sont les Tunisiens qui tremblaient. J'étais à côté et ils avaient vraiment peur parce qu'on avait repris l'ascendant. Vient le match du Congo-Brazzaville où on a décidé de jouer en 4-4-2. Donc évidemment, on change les hommes. On change les hommes quand on veut jouer en 4-4-2. Je reviens sur le match de la Tunisie. Kebano était remplaçant. Quand il est rentré, il a fait des belles prestations. Contre le match contre le Congo-Brazza. Il est rentré contre le Congo-Brazza. Il nous a sorti 2 passes décisives qui nous ont bien aidés. Mais le match de la Côte d'Ivoire était un match tout autre. Il fallait à nouveau jouer en 4-4-2. Et quand vous jouez en 4-4-2, évidemment, vous ne pouvez pas jouer avec le fameux numéro 10. C'est pour ça qu'il n'a pas démarré le match, tout simplement. Il y a des choix, comme on a dit aussi, en fonction de l'adversaire. C'est pour ça qu'il y a eu des changements de ce côté-là. Coach, je suis totalement d'accord avec vous, mais de votre réponse... Il est convaincu, hein. Il y a les témoins, ils sont là. J'adhère totalement à votre lecture des faits. Mais seulement de votre réponse, j'ai eu une autre question de ma part. Vous dites tout à l'heure qu'en Europe, aucune équipe ne joue aujourd'hui avec le fameux numéro 10. Et vous avez parlé de l'Allemagne, vous avez parlé de l'Argentine, mais il va falloir que nous fassions un peu attention. Parce que le type de joueurs que nous avons là-bas, si nous devons les comparer aux nôtres, je pense que faire du copy-paste risquerait de nous mettre en difficulté. Je m'explique. Le cas de l'Allemagne, ils jouent avec 3 récupérateurs. Et quand vous observez la qualité des personnes qu'il y a là devant, vous avez Müller, vous avez Götze, vous avez tout ce qu'il y a là devant, je ne pense pas que ça répond de la même manière que la ligne offensive que nous avions. Parce que ces avants allemands sont capables à eux seuls de revenir faire le jeu et essayer d'apporter le danger. Mais à part Bolassier et quelquefois Cédric Mabouati qui le tentait, je ne pense pas que la qualité de nos joueurs nous laissait quand même dans cette capacité de faire les choses comme le feraient les Allemands. Donc le copy-paste, à mon avis, n'est pas adapté pour notre football et l'Afrique en général. Parce que les qualités que régorgent les équipes occidentales, croyez-moi, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore proches d'eux. Nous faisons face, c'est vrai, mais on est encore loin. C'est juste un problème de formation. C'est pour ça qu'il faut insister là-dessus. C'est juste un problème de formation. On a de la qualité. Mais aussi une organisation. Dans l'histoire du football, l'organisation a changé. On est passé du WM, qu'on jouait avant, en passant par un 4-3-3, 4-4-2, 5-3, beaucoup de 4-4-2-4 même. On jouait d'abord avant avec deux défenseurs et 5 attaquants. Donc voilà. Avant, il y a longtemps. Il y a très longtemps. Au Congo ou partout dans le monde? En général, c'était à la mode. Notre grand problème, c'est un problème de formation. Mais est-ce que quand tu joues un système qui t'amène à perdre, est-ce que c'est intéressant? Pas du tout. Voilà, donc il faut aussi... Il n'y a pas de mal à s'inspirer de ce qui se passe de très bien. Donc ça s'appelle aussi juste un petit peu d'intelligence et puis continuer à évoluer. Et puis, tout simplement... militer pour permettre justement à nos gamins qui sont très talentueux, et je le dis, on ne peut pas faire du copier-coller, on a des joueurs très talentueux, mais si on y remet encore un petit peu plus de culture tactique, on va être bien meilleur. On pourra utiliser éventuellement aussi ce numéro 10, mais le numéro 10 qu'on utilise actuellement ici au Congo ne nous permet pas de jouer et de gagner face à certaines équipes. Donc il faut juste être malin. Bon, c'est un peu trop technique tout ça. Hein. Nous, on est un peu perdus. Mais non, je ne sais pas, il y en a qui protestent. Mais merci beaucoup en tout cas pour cette question. Je pense que c'est réglé. Et le public pourra apprécier aussi. Donc voilà, Christelle, c'est maintenant... La parole à Cynthia de Souza pour sa question. Je reviens à une deuxième question. Il n'est toujours pas facile de s'intégrer professionnellement en Europe quand on vient d'Afrique. Monsieur Florent Ibenge, ne pensez-vous pas que le racisme est aussi une forme de tribalisme? C'est un petit peu la même chose. Je veux dire, c'est l'exclusion de quelqu'un
avec des préjugés. Mais c'est très difficile de s'intégrer en Europe. C'est pas facile. Moi qui ai vécu depuis l'âge de 12 ans là-bas, quand vous grandissez, quand vous êtes enfant, vous ne voyez pas tout ça. Vous êtes un petit peu comme tout le monde. Et puis petit à petit, vous vous rendez compte qu'il y a certaines barrières. Et vous ne comprenez pas. Et jusqu'à ce que évidemment, vous découvrez que vous êtes différent parce que vous n'avez pas la même couleur. Et ça, c'est le racisme, il existe, c'est clair. Il n'existe pas partout avec les gens avec lesquels vous vivez. Mais vous vous butez à certaines choses dans le racisme. Dans le racisme. Et là, je reviens encore une fois sur mon exemple. Il y a des barrières comme ça. J'en parle pas au football. Quand vous êtes en train de jouer, vous avez vu dans les petites images que j'ai eu aussi une petite carrière de football. Mais vous entendez des cris de singes ou carrément des sales négros, vous les entendez. Donc bon, il faut faire. C'est des gens bêtes, souvent. Non, tout à fait. Mais on revient encore sur beaucoup de choses. Il faut pouvoir faire fi de ça et continuer à avancer, continuer à travailler et ne jamais baisser les bras. Et la meilleure des choses, justement, c'est en travaillant encore plus, vous arrivez justement à renverser aussi la tendance, à vous faire apprécier, parce que on se rend compte que, il est noir, mais il est compétent. Donc, vous faire apprécier par rapport à vos compétences et faire oublier justement cette histoire de couleur. Alors, vous êtes revenu ici au Congo. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, justement, qui rêvent de partir. Vous le dites, c'est difficile de s'intégrer. De l'autre côté, ici, il y a énormément le pays a besoin de toutes ces forces vives. Qu'est-ce que vous diriez à tous ces jeunes qui ont envie de partir? Vous qui êtes parti et revenu. Partir, c'est pas mauvais. Partir, c'est pas mauvais à partir du moment où on veut améliorer sa formation, puisqu'elle est un peu meilleure que celle que vous trouvez ici. Donc vous allez vous former et après il faut pouvoir, si jamais il y a des barrières, pouvoir revenir. De toute façon, vous avez une plus-value, vous venez apporter un petit peu un plus et pouvoir améliorer aussi le quotidien de ceux qui sont restés. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, mais il faudrait que ça ne fasse pas aussi à l'envers, qu'on ne vous mette pas les bâtons dans les roues quand vous rentrez. Il faut qu'on puisse permettre justement aux gens qui sont partis se former, revenir, pour pouvoir justement donner un petit peu ce petit plus qu'ils ont pu avoir à l'étranger. Ok. Merci à vous, coach. Être un grand champion demande beaucoup de simplicité et surtout beaucoup de sagesse, Nathalie. Tout à fait. Et d'ailleurs, tous les grands dont l'histoire se souvient sont d'excellents exemples de ces principes. Alors nous invitons tout de suite nos téléspectateurs ainsi que notre public à se faire une idée à travers cet élément. L'humilité, on le voit, est l'apanage de grands hommes. Voici ce qu'ils en pensent, extrait de leur perle de sagesse. Celui qui est à terre ne tombera pas plus bas. Confucius, sage chinois. Cultiver l'humilité revient à cultiver l'hypocrisie. L'humble n'a pas conscience de son humilité. Gandhi, homme politique indien. L'humilité est l'antichambre de toutes les perfections. Marcel Aimé, auteur français. Le dragon qui se lève très haut tombera de très haut. Lao Tse, sage chinois. Il faut de l'humilité pour apprendre, mais c'est la vie qui est la plus grande éducatrice. James Joyce, romancier et poète irlandais. Eh bien, on aurait envie de vous poser cette question, coach Ibenge. Est-ce que le succès vous monte à la tête? Je crois pas. Non, c'est pas ce qu'on m'a dit, je crois qu'on se trompe souvent. On se trompe souvent, vous êtes sûr? Oui. Nathalie, je pense que nous n'allons pas nous plonger au plus profond du subconscient de notre coach national. On y trouvera certainement beaucoup de satisfaction,
Ça, c'est bien mérité. Mais nous allons d'abord passer la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent eux aussi extraire des perles de sagesse de cette grande humilité. Tout à fait. Je plaisantais, hein, bien sûr. Alors, on va effectivement commencer avec Saïda Gallet. Ma préoccupation est la suivante. Pensez-vous vraiment que l'humilité, le succès est compatible à l'humilité et quelles sont les conséquences possibles d'un manque d'humilité dans une carrière? Ou dans la vie d'ailleurs, le manque d'humilité. Alors, le succès, évidemment, peut vous monter à la tête. Il peut vous monter à la tête parce que vous êtes choyé, vous êtes adulé. Quand vous marchez, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Et dans ce cas-là, vous avez énormément d'amis. Du coup, vous pouvez ne pas voir le monde comme il est réellement. Mais de l'autre côté, je crois que quand vous restez vous-même, ça peut très bien se marier. Ça peut très bien se marier. Mais si vous ne changez pas. Mais maintenant... Oui, avant de répondre à la deuxième partie, hein, si je puis me permettre, mais cet esprit de champion, hein, est-ce qu'il ne faut pas un peu d'arrogance? Et qui du coup, est-ce que être trop humble, là, on a ce killer instinct? On l'a en soi, mais pas besoin d'être arrogant. On n'a pas besoin d'être arrogant. C'est pas de l'arrogance, il faut être compétitif. Il faut être compétiteur, mais pas arrogant. Parce que tout simplement, la personne, il faut juste avoir, et c'est là où je pense que l'humilité entre en compte, que la personne contre laquelle vous êtes en train d'avoir la compétition fait exactement le même métier que vous. Et qu'aujourd'hui vous gagnez, demain vous pouvez perdre. Donc il faut juste savoir ça. Ça tient aussi de la notion du fair play qu'il y a dans le sport. Donc si on intègre toutes ces notions-là, il n'y a point besoin d'être arrogant, juste compétiteur. Et le succès après, c'est en fonction justement de votre travail, de ce que vous avez fait. Parce que vous avez gagné, que vous arrivez à avoir cette réussite-là qui est reconnue par les gens. Mais elle ne doit pas vous brûler les ailes. Elle ne doit pas vous empêcher de continuer à travailler. Et c'est là où justement on chute parce qu'on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est toujours le travail. Ça reste le travail. Quand vous ne travaillez pas, à un moment donné, même si vous avez réussi à faire quelque chose, si vous ne le pérennisez pas, vous allez chuter. Et plus vous allez monter, et plus vous allez tomber. Je crois qu'on a vu les sages le dire là. Plus le dragon monte très haut, tombera de très haut. Et vous allez tomber, et ça risque de faire très mal parce que vous aurez énormément de mal à remonter. Voilà. Donc, et pour vous, le manque d'humilité nuit au travail, en fait, c'est ça? Par rapport à quelles sont les conséquences d'un manque d'humilité? Dans notre sport, oui, puisque à un moment donné, même dans la carrière, ça finit par vous rattraper. Ça finit par vous rattraper à partir du moment où vous oubliez l'essentiel, c'est-à-dire le travail. Je crois que je vais reprendre tout simplement ce que il n'y a dans le dictionnaire que le succès arrive avant le travail. Sinon, en règle générale, le travail passe avant. Tout à fait. La question à Guy Boukassa. Bien, merci. Coach, sélectionneur d'équipe nationale, élevé au rang de père de la nation aujourd'hui parce que tout le monde vous écoute. Donc, nous disons que vous êtes aujourd'hui l'un des vecteurs par lequel ce message d'humilité peut être transmis à la jeunesse congolaise. Les joueurs que vous encadrez, vous avez différentes équipes face auxquelles vous vous présentez, et même les jeunes qui vous suivent en ce moment à la télé. Le manque d'humilité est aujourd'hui l'une des gangrènes qui ronge la société congolaise. On se rend compte que certaines personnes émergent, mais comme on l'a dit, par manque d'humilité, elles retombent très vite. Des actions à mener, des propositions concrètes, de manière à ce que nous ne retombions plus dans ce type de situation, de manière à ce que votre message atteigne réellement la jeunesse congolaise. Des actions concrètes. Comment pouvons-nous procéder? Comment pouvez-vous mettre en place des dispositifs tels que votre message atteigne réellement les jeunes Congolais?
Donc, comment éduquer quelqu'un quelque part, comment former quelqu'un à l'humilité, quoi. Tout à fait. Disons que ça revient, encore une fois, vous avez dit le mot, un petit peu à l'éducation. C'est vrai que c'est pas un phénomène purement congolais. Même les jeunes Français ont la même chose. C'est-à-dire quand vous réussissez très vite, l'argent qui arrive, c'est vrai, c'est un petit peu, vous avez des comportements un peu ostentatoires. Donc c'est un petit peu partout la même chose. Mais les échecs des uns vont permettre de s'appuyer dessus et de donner des vraies valeurs aux gens. Les vraies valeurs de la vie, c'est pas de brûler la vie par les deux bouts de la chandelle et de retomber plus bas qu'on ne l'était. L'idéal, c'est de pouvoir justement, avec son travail, pouvoir émerger et pouvoir s'occuper de sa famille. Et voilà, je pense que c'est ça un petit peu l'essentiel. Et puis vous l'avez dit, il y a le plaisir aussi, hein, donc le plaisir de le faire, c'est plus que la prétention, etc. Tout à fait, je pense que il y a bien d'autres choses, c'est vrai. Et quand on a une réussite un petit peu insolente au départ, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à oublier toutes ces choses-là. Mais bon, ça tient à une minorité qui donne peut-être le mauvais exemple. Donc il faut peut-être s'appuyer sur les valeurs de certaines personnes qui ont réussi et qui continuent à faire des choses aussi belles pour les autres notamment. Merci. Donc ces joueurs, vraiment, on peut dire quand ils sont montés sur le terrain, ils jouaient pour le peuple. Ils jouaient pour les Congolais, quoi. C'était pour la population. On jouait vraiment pour les Congolais. Comme vous avez dit, pour le public qui est ici, vous le verrez, fier d'être Congolais, c'est ça. C'était le titre du petit film, c'est fier d'être Congolais. Tout à fait. Donc on voulait que tout le monde soit fier d'être Congolais ce jour-là. Voilà, on va donc prendre tout de suite la dernière série de questions de nos intervenants. Voilà, alors nous allons donc reprendre avec Saïda Gallet, encore une fois. Je reviens sur ma deuxième question. Monsieur Florent, vous dites qu'il est important de responsabiliser les jeunes et de leur laisser prendre des initiatives. Ne craignez-vous pas que cela mène à des erreurs et des regrets? Aucunement. Je crois qu'il peut y avoir des erreurs, mais globalement, plus on donne tôt des responsabilités à un enfant, plus il est capable de faire les bons choix. Au lieu d'être toujours imposé, quand on impose des choses, la personne ne progresse pas, ne sait pas faire son choix. Donc la meilleure des choses, c'est de pouvoir donner justement cette possibilité à quelqu'un de pouvoir choisir ce qui est bien. Donc voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai remarqué ici au pays. On infantilise beaucoup. On infantilise énormément les gens. Quelqu'un a 40 ans, mais on l'appelle encore, c'est un enfant. Je prends le cas du football. Quand je suis arrivé ici, je croyais que je découvrais un nouveau mot. C'était rigueur. Coach, rigueur! Rigueur là-bas. Donc on a toujours fait ça. Par contre, moi je suis arrivé et je leur ai dit, voilà, on a un projet ensemble, c'est votre projet. C'est pas moi qui suis sur le terrain. Si vous ne faites pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, vous ne pouvez pas gagner. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse la bride et vous le faites. Je vous laisse là? Je vous laisse la bride, vous prenez les choses en main. C'est vous qui êtes sur le terrain. Imaginez-vous, quand vous ne leur apprenez pas des savoir-faire, même quand je me lève, quand le stade est plein, les gens en train de crier. J'ai beau crier, moi, sur le côté, ils entendent très peu. Ils entendent très peu. Par contre, si, sur le terrain, ils savent déjà se prendre en charge, eh ben, quand il y a des situations qui sont devenues compliquées, eh ben, ils gèrent, ils savent gérer. Donc c'est très important. Vous nous avez fait rêver. Quels sont maintenant encore vos objectifs? Quels sont maintenant vos prochains objectifs avec votre club, Vita Club, et aussi bien sûr avec les Léopards? Je l'ai dit tout à l'heure, je pense,
mon souhait, c'est que ça ne soit pas une fin en soi, mais que ça soit le début de quelque chose. Quand on est un pays comme le Congo, j'ai sillonné un petit peu l'Afrique. Je me suis rendu compte qu'on avait un potentiel exceptionnel au niveau de mon sport. C'est le sport qui est le plus pratiqué, je crois, en Afrique. Il n'y a pas une seule portion de terrain qui n'est pas exploitée. Les gens jouent, même à 1 contre 1, on joue au football, même à 2 contre 2, on joue au football, on adore vraiment ça. Et quand on peut mettre un petit peu de moyens dans cette population qui joue autant, on ne peut avoir que des bons résultats. Le résultat qu'on vient de faire proviennent, je crois, je vais dire un mot fort, un petit peu de l'hérésie. On ne peut pas faire 41 années sans arriver en finale d'une Coupe d'Afrique. 41 années. Pour comme Vita. Vita. C'est anormal. C'est anormal dans une ville comme Kinshasa. On ne peut pas faire 17 ans sans atteindre la 3e place de la CAN quand on est le Congo avec toute cette passion. Mais tout ça sont des résultats qui se préparent. Donc en amont, il faut qu'on y mette les moyens pour pouvoir faire en sorte que ce résultat ne soit plus des épiphénomènes, mais que ça soit vraiment pérennisé. Ça, c'est vraiment le souhait. Il faut qu'on y mette les moyens pour justement améliorer notre formation, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, et, la connaissance du public, qu'on puisse travailler vraiment ensemble pour pouvoir gagner. Merci à vous. Eh bien voilà, je crois que nous arrivons à la fin de cette émission. Christelle, merci donc à vous d'avoir répondu à notre invitation et surtout donc d'avoir partagé avec nous, avec nos intervenants, avec notre public et avec toute la jeunesse congolaise votre riche expérience. Ce fut vraiment un plaisir, on espère qu'on pourra encore le faire à l'occasion pour annoncer encore d'autres belles nouvelles un peu plus tard. Alors merci à vous, M. Florent Ibenge, et nous adressons également nos sincères remerciements à tous nos intervenants pour leur gracieuse contribution et surtout pour leur disponibilité. Et quant à vous, chers téléspectateurs, merci à vous de votre attention et à très vite.